Aujourd'hui, on parle tofu. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. GEFO repousse les limites de la nutrition animale de précision depuis plus de 40 ans avec des solutions innovantes et durables. Propulsée par la science, sa technologie de micro-encapsulation, GEFO Matrix améliore les performances des élevages. Prograin est la plus importante entreprise privée de soya à valeur ajoutée au Canada. Leur expertise exceptionnelle et leur technique de pointe ont fait d'eux une référence mondiale dans le développement, le conditionnement et la commercialisation de soya de qualité supérieure. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements phares, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole. Parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir. Construction des landes, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Bonjour. Salut. Comment est-ce qu'ils vont? Bien. Ça va pas pire. Ah, ça va pas pire. Toi? Ah, ça va bien, merci. On est présentement le 27 avril. Il fait chaud, il fait beau. Il annonce la pluie. Printemps fini. Moi, mais c'est tout semé. Alors, mais ça fait débat, là, hein? L'épisode va sortir plus tard, là, mais on peut en jaser, il va faire ramener des souvenirs à nos auditeurs, là. Mais là, c'est vrai, là, il annonce beau chaud pour encore 2 jours, mais il annonce de la pluie, puis il annonce du fret, puis là, c'est comme on plante-tu pas. Mais vous êtes en train de planter, Ouais, vous autres? on sème un 50 acres 50 acres de maïs. Nos céréales sont faites, ça c'est réglé. OK. Avez-vous tout repris votre blé, vous autres? Notre blé est tout scrap. OK. Donc on a recommencé. On va semer du soya puis du blé là-dedans. Ben, le blé est fait. Il reste rien que le soya à semer. Ben, OK. en tout cas, de ce qu'on reprend de foin. Là. Fait que, on avait un champ qu'on hésitait, mais il était peut-être 30-40% à beau. Fait que. Bon. Puis pas des beaux. Tu sais, pas 40% bien découpés. Là. Ouais, c'est jamais comme ça, là, mais en tout cas. Ça aurait été ça aurait été différent, mais là, c'était des strips, des ronds. Fait qu'on a pris la décision de recommencer à zéro. Ça va être ça cette année? C'est ça. Mais tu sais, ça fait quelques années que tout va bien dans le blé d'automne. Fait que on était dû. Mais il y a des places à passer. Là. Dans les sols un peu plus légers, ça a bien passé. Ouais. Dans les places qui sont protégées, qui a eu un peu plus de neige, ça a bien passé. Mm-hmm. Fait que, non. C'est chez nous. Dans la région proche de chez nous, ça a moins bien été, mais une année comme ça. C'est une décision facile de famille, mettons, de dire on scrape celle-là ou non? Ben, tu sais, on a des assurances pour ça, fait que ça l'aide à la prise de décision, mais tu sais, on était quasiment à un 3. Tu sais, au mois de mars, on était comme, on les garde-tu pas? Puis au mois de mars, ça sert à rien de prendre une décision anyway, parce que il peut se passer bien des affaires. Tu sais, s'il avait mouillé jusqu'au 15 de mai, puis qu'on n'aurait pas trop su quoi faire, tu sais, là, c'est parce qu'on a eu la période de beau temps, puis on s'est dit, si on scrape, on peut ressemer du blé, aux dates qu'on est, on a un potentiel assez élevé de rendement, puis chez nous, on réussit assez bien dans le blé, fait que c'est pas une décision, c'est plate, là, mais ça se prend bien. Maintenant, il n'y a pas de blé, on ne laissera pas ça aller de même. OK. Ouais. Fait que, 50 acres de maïs. On va voir. Là, je trouve ça beau, là, parce que là, J'espère qu'il va être levé, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau, le 27 avril aujourd'hui, mais l'épisode sort en juin. Peut-être que. On va dire, ouais. La terre était pas très très chaude quand on l'a semé. On a travaillé le terrain. Il annonce chaud 2 jours de temps. Le 48 heures est là, mais c'est ça. Tout de suite après. Ce qui est dangereux, c'est que la première pluie, elle va être froide. Il annonce 3-4 nuits en bas de 5. On va te le dire, c'est automne. C'est vrai de ça. Gestion de risque. Fait que bon, on a parlé de maïs, on a parlé de blé, il nous reste à parler de soya. Ben oui, Oh. c'est là qu'on va être. Aimez-vous ça, vous autres, les gars, le tofu? Non. Ben, Prochaine moi, question. j'en ai déjà mangé. Moi Bon. aussi, j'ai déjà goûté. Mais j'ai. T'as jamais mangé un plat de tofu, genre légumes, tofu, Non. riz? Non? OK. La première fois, tu sais, j'en ai déjà mangé autre, là, mais la première fois que moi j'en ai fait pour moi, là, c'était
pour la garderie, pour mon gars, pour y faire goûter toutes les affaires pour être sûr qu'il ne soit pas allergique. OK. Fait que j'ai fait un tofu Général Tao. C'était bon? Non, c'était bon. Ouais. Pour vrai, je le referais, mais ça n'a jamais donné. Non, mais c'est que ça Mais fait quand bon, même c'est bon. plusieurs années, même avant ma blonde d'aujourd'hui, là, j'en avais mangé avant aussi. C'est pas moi qui le préparais, là. Le cuisinier. C'était le cuisinier, là. Mais tu sais, là, ma blonde étant végétarienne. Entre guillemets, là. Mais non, elle est Non, végétarienne. comment on dit ça? Flexitarien. Flexi, ouais. Non, mais. Elle est ce qu'elle veut, mais. Mais tu sais, c'est ça. En étant mangeant moins de viande, des fois, on en fait des recettes de tofu, mais oui, ça vient tout dans comment il est apprêté. Exact. Mariné, apprêté, puis. Ouais, vraiment. Parce que sinon, un bloc de même, là, tu manges ça. Ben, des fois, j'en mange de même, mais c'est juste la texture qui est drôle à manger, parce que sinon, ça coûte chien de chirurgien. Non, c'est ça. C'est la sauce puis les épices que tu mets dessus. Puis Ouais. ça fait un bon complément. Je trouve un repas. Ça fait un peu de changement du poulet et du porc. Là. Ouais. Puis c'est un choix économique. Ouais. On chiale tout qu'on n'a pas une scène. C'est déjà surprenant que t'en manges pas autant que ça. Ouais. Moi, je suis sûr que son congélateur était bien plein. Ouais, moi, dans le congèle, j'ai du poulet que j'ai fait moi-même. J'ai un chevreuil que j'ai tué moi-même. Puis un cochon que j'ai pas tué moi-même, mais qui vient de pas loin. Ouais. Directement chez le producteur. Et voilà. Toutes ces économies. C'est bon. Good job. On va aller faire notre brin de jasette pour nos membres Patreon. Mm-hmm. On va jaser d'une publication, puis je veux votre opinion. C'est une publication que j'ai faite il y a un certain temps là, sur notre page d'un certain choix de pilule rouge ou de pilule bleue. Pilule bleue, je connais bien. Non. On va aller faire ça. Alexandre, bonjour. Salut. Comment est-ce qu'ils vont? Ça va super bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci de venir au podcast. On est super content d'être là. Jaser de soya un peu. Ça va être intéressant. On n'a pas jasé spécifiquement de soya, là. On n'a jamais fait ça. Fait que ça va être intéressant. Mais avant, j'aimerais ça que vous vous présentez à tour de rôle, là, s'il vous plaît. Parce qu'en Alexandre même temps, premier. Alexandre premier. Commencez. Moi, c'est Alexandre Tessier. Je vais dire mon nom de famille, puisque on va être trois Alex sur le show en plus. On est habitué au bureau d'être plusieurs Alex. Fait que tout ça. Fait que moi, dans le fond, je travaille chez Prograin. Mon rôle, c'est directeur semences pour l'Amérique du Nord. OK. J'occupe de ce qui est semences pour Canada puis nos distributeurs aux États-Unis aussi. OK. Super. Alexandre? Alex Baudouin, VP Vente et Marketing. Donc, je travaille avec Alex. Je supervise, dans le fond, toute l'équipe semences en Amérique du Nord et puis, dans le fond, tout le volet exportation pour Prograin. Donc, je supervise l'équipe, autant de logistique que les vendeurs aussi qui s'occupent de vendre la récolte à l'international, mais aussi localement. Là. 2 beaux postes, plein de défis. Ouais. On s'occupe des producteurs, exact. Puis, on s'occupe de nourrir du monde après. Ouais, exact. C'est vrai. Vous voulez-tu aller plus loin dans s'occuper des producteurs puis s'occuper de nourrir le monde après? Prograin, ça fait quoi, ça? Ben, dans le fond, Prograin, ça a été fondé en 1980 par la famille Letourneau. Donc, c'est Clément Letourneau, le fondateur principal, là, qui a fondé Prograin. Dans le fond, c'est une ferme familiale qui a été transformée en créateurs de variétés de soya, puis fait qu'ils sont passés par différents stades avant d'arriver au soya, il faut le dire. C'était une ferme laitière qui a transféré dans les céréales, puis qui voyait moins de vision à long terme dans cette culture-là. Fait qu'ils ont décidé de se procurer des variétés de soya pour amener le soya au Québec. Fait que c'est les premiers, là, techniquement, qui ont amené le soya en 1984 au Québec. Les premiers à instaurer le non-OGM aussi. C'est important de le mentionner. Puis après ça, ils ont parti le programme de recherche parce qu'ils voyaient justement que de distribuer des variétés que tout le monde avait accès, c'était peut-être plus ou moins visionnaire. Donc, eux ont poussé la note encore une autre étape de plus en amenant leur propre génétique, en croisant, puis en établissant là, vraiment leur propre centre de recherche. Parce que je suppose que quand les variétés de soya sont arrivées dans les années 80, ça ne devait pas être exactement adapté à nos climats. Non exactement. C'était plus ou moins adapté pour le Québec. C'était des variétés qui venaient principalement du sud-ouest de l'Ontario, des États-Unis aussi. Okay. Fait que des climats beaucoup plus chauds. Fait que, tu sais, là, ils disaient, ils voyaient que le soya était pour être une culture d'importance au Québec, compte tenu que c'est une protéine végétale. Mais là, ils voulaient l'adapter pour que les producteurs aient du succès aussi. Là, en étant producteurs eux-mêmes, il y avait cette mentalité-là, ce souci-là de faire comme, on peut pas juste vendre un produit.
Je le répète souvent dans l'équipe, on ne vend pas un produit, on vend un salaire potentiel, un revenu potentiel au producteur, que ce soit de l'OGM ou du non-OGM. C'est pas juste un produit de consommation que si t'aimes pas, tu passes à d'autres choses. Il y a une implication beaucoup plus grande que ça. Fait que cette culture-là part vraiment des fondateurs d'adapter quelque chose qui va faire un profit à celui qui va le semer. Fait que de fil en aiguille, ben écoute, Prograin est monté numéro 1 dans le soya non-OGM au Canada maintenant. Là. Donc, on est les plus gros distributeurs et exportateurs de soya non-OGM pour l'alimentation humaine principalement. C'est concentré à l'alimentation humaine ou vous touchez quand même à l'OGM? Ben, on touche à l'OGM au niveau de la semence, mais on ne rachète pas les récoltes. Il y a d'autres entreprises qui, eux, vont racheter les récoltes, vont l'exporter pour tout ce qui est l'animal, et ainsi de suite. Nous autres, on veut vraiment se spécialiser sur l'alimentation humaine. Donc, on rachète que les semences utilisées pour l'autre année d'après, avec la production de semences. Mais au niveau de l'alimentation humaine, on rachète seulement que du non-OGM. Ça nous permet aussi de ne pas contaminer toute notre close loop. Ouais. Donc, c'est de commencer à rentrer des OGM, des non-OGM, se diversifier. T'sais. Je pense que dans la vie, si tu veux prospérer, ça te prend un focus, mais notre focus à nous, il est là. Okay. De vraiment, tout ce qui est exportable, c'est de l'alimentation humaine. Ceci étant dit, ça nous arrive d'avoir des lots des fois plus problématiques ou quoi que ce soit des déchets, des criblures, on les gère. Tout ça, c'est ces produits-là qu'on extrait du soya brut des producteurs, mais en même temps, c'est pas notre spécialisation. C'est vraiment, on le gère, mais c'est pas notre but principal. Ouais, exact. Vendez-vous juste aux producteurs au Québec, au Canada ou international aussi? Comme... Non, ben c'est ça. Alex et son équipe s'occupent vraiment de l'Amérique du Nord. T'sais. Puis, ben ouais, si on peut continuer, dans le fond, on a un réseau de distributeurs qui va être Québec, Ontario. On a commencé à aller peut-être depuis 5 ans qu'on est allé directement avec des distributeurs aussi dans l'Ouest canadien. Sinon, environ, ça faisait peut-être plus qu'une dizaine d'années qu'on était déjà implanté dans l'Ouest canadien, principalement au Manitoba. Manitoba, pour eux, c'est encore, ils disent le soya, c'est encore une petite culture, mais cette année, là, on parle peut-être qu'on va avoir 1,8, 1,9 million d'acres. Comparé au Québec, on est à 1 million, puis c'est la plus grosse culture pour nous d'habitude. Là, fait qu'on voit un peu les deux genres de réalité selon la province. Aussi, les États-Unis, on a développé des distributeurs là-bas aussi pour faire la vente de soya non-OGM aussi, qui a un certain marché. Puis sinon, ben c'est pas moi qui s'occupe de ce côté-là aussi, mais tout le côté Europe, qu'on parle comme tous les pays en Europe, un peu Autriche, République tchèque, Ukraine, on va tout aussi vendre la semence conventionnelle dans ces différents pays-là. Parce que tous les pays européens, il n'y a pas d'OGM. Puis là, on n'a pas de map monde, parce que souvent dans notre salle de réunion, on monte souvent une map monde, mais si vous regardez un peu sur la map monde, la latitude, dans le fond, du Québec versus tous les pays en Europe, on est à peu près dans les mêmes maturités. Puis c'est là où que la force de Prograin, ça a toujours été dans des variétés entre 2300 UTM, là, des 000, 000, jusqu'à du 2008-2009, là, jusqu'à 3000 2.0, là, que c'est exactement dans le même créneau en Europe aussi, là, qui a permis à les tourneaux aussi d'avoir permis de développer toute cette région-là du monde aussi, du même fait. Là. Parce que pour rajouter à ce qu'Alex disait, on vend énormément de génétique en Europe, que ce soit sous notre marque à nous ou des semenciers qui n'ont pas accès à des programmes de recherche. Tu sais, quand tu as ton propre programme de recherche, tu es capable de t'autosuffire dans tes variétés et ainsi de suite, mais si tu ne l'as pas et tu es un semencier, tu es obligé d'aller voir quelqu'un qui va te fournir une génétique, que ce soit OGM ou non-OGM. En Europe, il y en a des semenciers, mais il y en a peut-être un peu moins qui ont leur propre programme. Fait que ça nous permet vraiment d'avoir ce volet-là de revenus aussi pour écouler aussi une certaine portion de notre excédent de génétique parce que notre centre de recherche nous fournit peut-être une dizaine de variétés par année possibles. Mais si l'équipe, on n'a pas besoin de 10 nouvelles variétés, à un moment donné, il faut être capable de la vendre en quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui est peut-être capable de la prendre puis de faire un bout de chemin avec. Parce qu'il a coûté quelque chose, ta recherche-là. Ça a coûté quelque chose, parce que ça a pris un 6 à 8 ans à la développer. Puis on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Mais tout ce qui est vendu en semences en Amérique du Nord, on rachète les récoltes à 100%. Okay. On a un contrat de rachat avec tout ce beau monde-là pour racheter les récoltes, la conditionner, c'est-à-dire enlever les impuretés,
la mettre dans un type d'emballage, que ce soit du vrac dans un conteneur, dans un tote, dans un sac de 30 kilos, puis de l'exporter ou de le vendre localement à quelqu'un qui va le transformer. Fait que nous autres, notre job, il arrête là, à le livrer chez le client, le transformateur. Là, on parle de transformateurs un peu partout dans le monde? Ou un petit peu partout dans le monde, mais en Amérique du Nord aussi. Fait que nos marchés principaux, là, on est vraiment le typique Asie. Ouais, puis Asie, là, je mets la Chine, le Japon, principaux marchés, la Corée du Sud, Taïwan, toute l'Asie du Sud-Est. Après ça, on se dirige en Europe, quand même un gros marché européen aussi pour le non-OGM, comme Alex le disait. Eux autres, c'est 100% non-OGM. Ils en veulent pas. Puis l'Amérique du Nord, qui est quand même pas négligeable, là, qui a quand même une belle croissance, compte tenu du monde qui viennent s'établir ici, que ce soit au Canada, aux États-Unis, qui viennent d'origine asiatique, quoi que ce soit, qui ont une base d'alimentation à base de soya, ou juste la population nord-américaine qui change leur diète, leur alimentation de fur en aiguille. Fait que tout ça amène quand même une bonne croissance. Fait que ces trois principaux, je peux pas dire marchés, là, mais régions-là, c'est là que ça se passe. Rachetez-vous un peu de récolte en Europe ou eux autres, c'est plus pour la semence? Dans le fond, on est en train d'évaluer certaines options là, dans les prochaines années parce que avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ça l'a amplifié le protectionnisme de plein de pays. Puis l'Union européenne en général là, sont en train de se protéger à vitesse grand V là, avec des clauses de déforestation, avec maintenant il faut quasiment fournir, il faut fournir les coordonnées GPS de certains producteurs pour être en mesure de vendre à certains clients qui le demandent. Comme je disais, des trucs de déforestation, il faut prouver que la terre qui a été cultivée n'a pas été déforestée il y a 5 ans. Fait qu'eux autres, là, de plus en plus, ils veulent avoir une étiquette comme un peu comme on a ici à l'image du Québec, mais eux autres, c'est fait avec du soya qui provient de l'Union européenne. Garantir le non-OGM, mais aussi le local. On a quand même beaucoup de pays qui sont en train de mettre une grosse pression. Ce qui nous avantage, c'est que ces pays-là, souvent, en produisent très peu. Fait que, ils vont maximiser, à un moment donné, leur achat local, puis à un moment donné, ils vont dire, on n'a pas le choix, il faut continuer à nourrir notre monde. Fait qu'on y va avec l'importation, t'sais. Mais à la base, c'est sûr et certain qu'on voit vraiment une grosse vague de plusieurs pays de favoriser le domestique, dans le fond. OK. Puis, quand c'est arrivé le soya au Québec, c'était-tu plus pour l'alimentation animale ou pour le humain? Ça, c'est une bonne question, mais c'était vraiment pour l'alimentation animale. Parce que, si on fait un peu un historique, c'est comme Alex disait, en 1984, les premières variétés sont arrivées sur le marché. Puis, là, on a l'impression que les OGM, ça existe depuis très, très, très longtemps. Mais officiellement, là, je ne veux pas me tromper dans les dates, mais je pense que c'est autour de 1997 que vraiment le premier OGM est arrivé, qu'on a commencé à commercialiser des variétés OGM au Canada, puis que c'est apparu. Fait qu'avant ça, pour nourrir les animaux, les cochons, les vaches, les poulets, il fallait avoir du soya aussi. Fait que tout était à base de soya non-OGM, vu que les OGM n'existaient pas encore. Puis ça, c'est peut-être une chose qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas aussi. Progrès, avant d'avoir... Oui, on a commencé côté semences, la recherche et tout ça, mais avant de vraiment... Il y avait un petit côté exportation qui était développé pour vendre pour aller faire du tofu ou de la boisson de soya aussi. Mais un des gros marchés avant, c'était micronisé. On micronisait le soya à Saint-Césaire, à l'usine. Puis que c'était tout vendu à, je pense, beaucoup dans le nord, au Québec puis dans le nord-est des États-Unis pour alimenter les vaches laitières. Parce qu'avant, la mode, on va dire, c'était pas donner le tourteau à des vaches laitières, c'était plus y aller avec du soya micronisé, du soya qui est chauffé. Puis il y avait le micronisateur Saint-Césaire pour tout pouvoir ça. Puis il y avait quand même beaucoup de rachats de récoltes aussi qui étaient faits des producteurs locaux, d'autres clients auto pour être capable de fournir aussi à la demande. Puis là, je pourrais pas dire les dates exactes, peut-être que tu les connais mieux que moi, mais après ça, c'est vraiment dans le début des années 2000 que quand l'OGM est venu, tout le marché de micronisation non-OGM perdait de sa valeur, n'avait plus nécessairement sa place ou que personne allait être prêt à acheter du soya pour l'animal avec payer une prime. C'est vraiment là que toute l'équipe Progrès s'est mis à développer le côté exportation puis trouver
aller vraiment chercher la valeur ajoutée puis être capable de donner une prime après ça qui était plus qui était pas faisable en essayant de le vendre à l'animal à ce moment-là. Puis, tu sais, du soya micronisé, il est chauffé, puis tu écrasé un petit peu, ou il est juste chauffé? Il est juste chauffé. Il est juste là. chauffé. Puis pourquoi qu'on peut pas en donner du fourrette de même aux animaux? Du soya, c'est... là, tu m'en poses une bonne, parce que je pourrais pas tant rentrer dans les détails, là, mais il y a un facteur antinutritif qu'il y a dans le soya, que si, dans le fond, on n'enlève pas l'huile, pourquoi que, dans le fond, le tourteau est devenu populaire, c'est qu'on pouvait, en enlevant l'huile dans le soya, dans le fond, on est capable d'en donner beaucoup plus aux vaches laitières puis augmenter les quantités, les quantités de cette façon-là, que quand on le sert cru, qu'il y a un certain nombre de kilos qu'on peut donner à une vache, sinon il va y avoir trop de ce facteur-là, aussi trop d'huile aussi dans l'alimentation, dans la ration. Puis là, tu me fais une belle passe sur la palette parce que ça l'emmène dans le fond pro grain depuis, c'est la première année qu'on va vendre aussi, qui est, dans le fond, notre centre génétique a développé une variété qu'on appelle avec haute teneur en acide oléique. Fait qu'on vient augmenter la valeur d'acide oléique dans le grain, puis on vient diminuer la valeur d'acide linoléique. Puis grâce à cette différence-là d'avoir plus d'acide oléique que d'acide linoléique, on a pu l'effet, le facteur là, antinutritionnel là, qui nous permettrait, qu'on ne pourrait pas en donner, qui nous empêche d'en donner beaucoup à nos vaches laitières. Là. Il y a moins d'huile dedans? Ou, il y a la même quantité d'huile. Okay. C'est vraiment les acides, l'acide oléique, l'acide linoléique qui était comme un peu inversé, là, comme on pourrait dire ça. C'est pas un OGM, ça reste toujours un soya non OGM, mais qui a été là, génétiquement par croisement manipulé pour avoir ces propriétés-là. Puis il y a énormément d'études aux États-Unis qui prouvent les bénéfices de ça, là, juste dans l'augmentation du taux de gras dans le lait, et ainsi de suite. Fait que on peut le dire, là, la folie est un peu partie là-dessus, puisque cette année, je pense qu'on aurait pu en vendre 10-15 fois ce qu'on avait. Là, ce qui est une belle affaire parce que ça l'aide justement l'industrie laitière en général. Puis, on regarde pour d'autres industries aussi, mais fait que même si on n'est pas dans l'animalier, là, il y a des fois des percées en recherche qui nous permettent d'avoir des produits quand même le fun pour ça. Ça vient-tu tasser complètement le tourteau? Ou ça prend encore... Non, parce qu'il faut quand même que tu le donnes en tourteau. OK. Fait que tu peux en donner un peu en tourteau. Ouais, sinon, il faut qu'il soit torréfié. Ou sinon, il faut qu'il soit micronisé aussi, comme qu'on faisait autrefois. Là. OK. Ça prend quand même le processus de... Oui, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui le manipule un peu pour être en mesure de le donner. Pour optimiser, dans le fond, les résultats. Là. OK, je comprends. Ouais. Je pense que tu peux en donner quand même un peu cru, mais c'est pas là que les tu vas pas chercher le maximum de ça. Toutes les études un peu des États-Unis qui avaient été testées un petit peu, c'est que le cru, il y a moins d'appétence avec la vache, elle va moins en manger aussi. C'est moins appétissant manger des billes. C'est ça. Tandis que tout micronisé, ça sent un peu, c'est comme si... J'en ai senti une fois, c'est comme si un peu ça sentait le café un peu moulu ou tout ça. Là, fait que la torréfaction. Quand même une odeur plus appétante qui va inciter plus la vache aussi. Là, fait que à en manger. Puis là, tout dépendamment, là, on ne rentrera pas trop dans les côtés nutritionnels et tout ça, mais selon, on peut augmenter de beaucoup la quantité justement qui peut être donnée aux vaches selon la ration qu'un producteur donnait dans le passé et l'essayer. Fait que, depuis, je te dirais, l'année passée, on a un producteur là, qui fait des tests pour nous puis que ça a super bien été. Là, d'ici à l'automne, quand la prochaine récolte va avoir lieu, il y a à peu près une trentaine d'autres qui vont le laisser à la ferme pour faire différents tests. Fait que on va voir un peu les différentes façons qui vont être soignées, les nutritionnistes, comment ils vont il y en a qui vont le faire avec en tourteau, en enlevant un peu moins d'huile. D'autres qui vont peut-être laisser un petit peu cru, d'autres micronisés aussi. Fait qu'il va y avoir toutes les façons de faire un peu qu'ils vont essayer pour trouver... ramasser de la donnée. Ramasser de la donnée, continuer à ramasser de la donnée. C'est surtout de la donnée locale. C'est pas juste des études aux États-Unis. De la donnée locale avec du monde qui peuvent en témoigner. C'est pas juste un monsieur et Al avec un point, avec une donnée. C'est de la bonne recherche. Là, c'est de la recherche fondamentale. C'est quand même cool d'avoir du stock local. Ouais, parce que les contraintes sont pas les mêmes ici qu'on on traverse un petit peu au sud, puis t'as pas les mêmes climats, t'as pas les mêmes...
T'as bien des affaires Conditions. différentes, c'est ça. Mais t'as un suivi, c'est direct aussi, là. C'est ça qui est le fun. là. Ouais. Exact. Vraiment, Parce qu'il il y en a-tu ailleurs un petit peu dans le monde? Il y en a un petit peu partout Ok. dans le monde, mais c'est pas aussi prédominant Ouais, que ce c'est qu'on ça. va avoir en Amérique Ouais. du Nord, ça c'est sûr et certain. Là. Côté humain, comment qu'on nourrit ça du monde avec du soya? Écoute, c'est les Chinois qui ont inventé ça, pareil, le soya. Fait que, tu sais, ça fait des milliers d'années. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, le peuple asiatique, c'est sûr que c'est à eux qu'on pense en premier quand on pense à l'alimentation. Les consommateurs. Exactement. C'est les plus gros consommateurs. Ils en consomment, je pense, dans la stats que j'avais vu, c'est comme 2 portions par jour. Là, tu sais. Il y a des tendances haussières, des tendances baissières, tout dépendant des générations. T'sais, on parle en Asie beaucoup, là, le rêve américain, là, toutes les chaînes de fast-food se sont installées, tout ça. Fait qu'il y a un moment donné où est-ce que là, tout le monde, tous nos acheteurs nous disaient comme ben là, cette génération-là, on dirait qu'ils en consomment moins. Mais après ça, il y a le facteur prix. C'est une des protéines les moins chères. L'accessibilité, c'est facile, c'est. Mais là, quand tu viens en Amérique du Nord, c'est un peu plus difficile parce que là, on est habitué, c'est une protéine animale. Nous autres, on regarde une poitrine de poulet, ça nous dit exactement quoi faire avec. Tu regardes un bloc de tofu, t'es comme un peu intimidé, puis là, c'est comme tu perds tous tes moyens. T'sais. Mais c'est drôle parce qu'on est allé visiter un client il n'y a pas si longtemps, ça fait 3 semaines, puis il nous disait, eux, leur travail qu'ils ont fait, c'était de démystifier justement comment utiliser le tofu pour augmenter leur vente. T'sais, fait qu'eux autres, c'était comme, faut faire augmenter la demande primaire, ce qui est l'appétit pour du tofu, pour augmenter nos ventes. Parce qu'il n'y avait pas de compétition. T'sais. Puis ils ont fait des livres de recettes, ils ont fait des articles de blog, ils ont fait des tests de goût dans les épiceries, un peu, tout plein de tactiques. Puis c'était vraiment ça, c'était leur slogan, c'était penser à un bloc de tofu comme si vous aviez une poitrine de poulet en face de vous. Et qui c'est qui va se faire griller une poitrine de poulet dans une poêle sans sel, sans quoi que ce soit? Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Tu l'amènes pas au plus haut, tu sais. Tandis qu'un bloc de tofu, ben, c'est la même affaire. Si tu le marines, si tu le cuisines d'une façon à l'apprêter, d'y amener une saveur, c'est une bonne protéine quand même. Fait que, tu sais, de la ferme jusqu'à la table, c'est là que ça se passe. T'sais, nous autres, c'est le core de notre business. Il est là. C'est racheter production, la conditionner, la faire mettre en conteneur, puis l'expédier un petit peu partout. Puis après ça, c'est la job du transformateur. Fait que, tu sais, avec notre recherche, avec nos ventes semences, avec l'équipe export qu'on a, le rachat, les différents endroits de conditionnement, ben on est pratiquement verticalement intégré à 100%. La seule chose qu'on fait pas, c'est des produits de consommation humaine. C'est pas une spécialité. Nous autres, on est vraiment spécialistes dans tout le restant de la chaîne, qui est quand même un bon bout, là, je pense. Ouais. Fait que notre job à nous, dans lequel on est le meilleur, c'est vraiment ça. C'est de contractualiser. Fait que c'est la job d'une équipe quand même assez impressionnante. Puis si on est tous interreliés chez ProGrain, si la recherche ne nous fournit pas des bonnes variétés, on ne vend pas de soya, si on ne vend pas de semences, on n'en rajoute pas, on n'en vend pas à l'externe, puis on n'est pas capable de faire produire du tofu, puis ainsi de suite. Mais Parce que les variétés, avant de devenir commerciales, sont testées pour savoir qu'est-ce que le produit final il fait. Oui, 100%. Tu sais, le labo de R&D qu'on a, il a été construit le plus récent, là, il a été construit en 2011. Puis on a un labo de génotypage, on a un labo sec, on a des serres intérieures, serres extérieures, on a un lab de tofu. Puis on a 11 personnes là, qui travaillent à temps plein pour gérer le portfolio de variétés qu'on sort. Fait c'est pas. On fait pas. Puis on souhaite qu'il y ait une variété, que tout est calculé. Ouais. On rentre dans des projets maintenant d'intelligence artificielle, de prédiction un peu plus et tout ça. On laisse pas la vie nous mener, mais on essaie vraiment de déterminer nous-mêmes notre futur. Fait que le labo de tofu nous permet justement, avec différents équipements, de tester avant de sortir une variété. Puis ça, c'est une idée d'Alain Letourneau, le président actuel, qui était un peu irrité, fatigué d'avoir des nouvelles variétés qui sortent. L'équipe semences se craint, les ventes semences partent en flèche. Puis là, les vendeurs à l'export arrivent, puis ils reviennent à la maison, puis font comme ils veulent pas.
il fait un tofu trop jaune ou il fait un tofu émietté. Ouais, c'est ça, la fermeté. Il se défait ou le lait de soya est comme il goûte pas bon ou quoi que ce soit. T'sais. Fait qu'il a fait créer le labo. Le lab de tofu pour faire des tests au préalable. Fait que, c'est notre recette, c'est pas la recette de tous nos clients, mais au moins on est capable de venir benchmarker avec les autres variétés qu'on a déjà ou des variétés de la compétition, puis de voir est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on est moins bon sur X, Y facteur. Puis comme dans toutes les autres cultures, ça nous prend une panoplie de stock. Ça nous prend des variétés qui sont bonnes en tofu, des variétés qui sont bonnes en boisson de soya, des variétés qui sont là pour le natto, du tofu frit. On vous a apporté un petit échantillon de ce qui se fait. Mais il y en a, là, il y en a. Tu vas dans des épiceries là, asiatiques ou un peu partout, là, c'est fou tout ce qui peut être à base. Là. Puis on parle même pas d'utiliser soya comme un ingrédient. T'sais, on connaît toute la léticine de soya, mais on parle de vraiment de nourriture fabriquée à base de soya. Il y en a une panoplie. Fait qu'on est un peu plus maître de notre destinée maintenant. Ouais, puis c'est ça fait. Puis là, vous avez des variétés, mettons, vous savez, cette variété-là va aller pour le lait, cette variété-là va aller pour. Ouais. Ben, on essaye le plus possible. Ouais. Des fois, le labo nous dit hey, ça, c'est pour le lait. Puis là, on s'en va, on fait des tests. Puis tous nos clients, ils nous croient, mais ils nous croient pas vraiment aussi. Fait qu'ils sont tous un peu des fois comme je vais le tester avec mon usine à moi. Fait que ça commence avec un petit échantillon d'une coupe de kilos. Puis après ça monte à un conteneur. Puis après ça monte à un contrat. Mais quand ils font le conteneur au complet, ce qu'on appelle un line test, ils le mettent dans la ligne au complet pour en faire une production normale. C'est là qu'on voit vraiment le résultat, si ça va passer ou pas. Fait que des fois, c'est ça, c'est la meilleure variété pour ta boisson de soya. Puis ils reviennent font comme désolé, mais non, c'est pas celle-là que ça. Fait que souvent, on essaie d'en tester 2-3 pour être en mesure de ne pas avoir juste une variété puis qu'on se fasse refuser puis qu'on reparte au complet. T'sais. Ça marche un peu comme un peu dans la semence. Là. Tu lances quand même une bonne variété, tu dis, crème, cette variété-là, elle va faire super bien pour Saint-Pie ou l'Ange Gardien, puis finalement, on dirait les premières années, une première année que c'est pas son année, que s'il n'y aura pas des bons résultats, à Saint-Hyacinthe, à pas avoir battu tout le monde, mais dans certaines régions. Fait que je pense que l'export vit un peu ce qu'on vit côté semence en disant que des fois, il y a des variétés qui font pas. Il y a des variétés qui font partout, mais il y a des variétés qui font certains endroits ou pour certaines recettes spécifiques de certains clients aussi. Il y a des variétés qu'on se trompe pas, par exemple. T'sais, chez Progrès, on a des variétés 100% type tofu. On en a deux, là, la Akata puis le Ola. Mais ces variétés-là, on peut pas arriver chez quelqu'un qui fait du tofu puis qui va nous les refuser. C'est pas pour tout le monde parce que les primes, c'est quand même élevé et tout ça. Là, fait qu'il y a des marchés vraiment spécifiques. C'est plus quand on tombe dans des variétés un peu comme à usage multiple. Tu sais, que tu peux arriver avec un Athena puis il va bien faire dans le tofu, il va bien faire dans le lait, il va bien faire dans. Puis tu vas arriver à une autre variété, malheureusement, tu l'as essayé, même si ton labo t'a dit qu'elle faisait bien dans le tofu. Malheureusement, lui, avec sa recette, la température, le climat, écoute, il y a des facteurs qui influencent. Puis des fois, je pense que ça se passe entre les deux oreilles du client parce que son plus gros compétiteur, à 6 km de chez eux, il prend cette variété-là, puis lui, il a un succès phénoménal, puis lui, ça marche pas. Fait que... je voulais demander justement, parce que là, vous avez mentionné une couple de fois du non-OGM, du soya non-OGM, OK? Mais j'aimerais ça qu'on fasse la distinction du non-OGM, du soya non-OGM et du bio. Parce qu'il y a quand même une distinction entre les deux. Puis là, je veux pas être dans l'agriculture, c'est de proche ou de loin, dans la culture, on a déjà entendu le soya IP. J'aimerais ça savoir un peu c'est quoi le soya IP. Mais si on rentre un petit peu, je commence à faire ta distinction avec le non-OGM versus le bio. Soya non-OGM, dans le fond, n'importe quel producteur peut en produire. C'est que si tu achètes de la semence qui est non-OGM, tu le cultives chez toi. Sur une semence non-OGM, tu as le droit d'appliquer des herbicides pour contrôler les mauvaises herbes et tout ça. C'est un peu dans la même régie un peu que l'OGM, mais à la base, tu as de la semence non-OGM pour récolter de la récolte de soya non-OGM. Versus que bio, dans le bio, tu as besoin d'avoir une certification, surtout Écossaire, qu'on entend souvent parler. Souvent, pour être capable de produire du bio, tu as besoin d'avoir 3 ans de transition sans mettre de fertilisants ou de pesticides
produits de phytoprotection à ce moment-là pour être capable de cultiver bio. Fait que, au moment que la transition de bio est faite sur 3 ans, un producteur peut récolter en bio, qu'on appelle. Puis versus le bio, c'est qu'on peut pas utiliser aucun, comme je disais, aucun intrant, fait qu'aucun produit. Fait que le seul moyen d'être capable d'enlever les mauvaises herbes, c'est par voie mécanique, puis avec des cercleurs, des houes et tout ça, ou des peignes que les producteurs vont avoir à travailler pour pouvoir garder leur certification COSER et après ça, vendre du côté bio. Sinon, l'autre question, c'était par rapport au IP. Ouais. Fait que non-OGM, c'est le terme global en termes pour dire du soya non-OGM qui n'a pas de OGM à l'intérieur. IP, c'est un diminutif pour dire à identité préservée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à identité préservée? C'est comme la plupart, il y a certains achats qu'on pourrait dire, on pourrait faire un mélange de toutes les variétés non-OGM. On vend ça comme ça à avec un client externe, qui n'est pas vraiment notre façon de fonctionner chez Prograin. On essaie de garder une variété pure de A à Z, dans le fond. Que dès que la variété est en semence, exemple, on va semer un marula, on va la garder tout au long. Elle va être isolée dans un seul silo chez Prograin, qui va être juste du marula. Puis à l'export, par la suite, ils vont vendre une variété. Ils vont vendre du marula à un client externe. Fait qu'ils vont garder, d'où le nom, là, on garde l'identité préservée tout au long de la chaîne pour garder le même nom de la variété aussi. Puis je pense qu'il est encore de plus important, peut-être tu pourrais en plus que dire que moi, là, mais que je pense que c'est de plus en plus important aussi des clients qui achètent la variété même avant d'acheter quoi que ce soit. C'est vrai ça, parce qu'il y a des clients qui vont changer le nom. Mais nous autres, on garde le nom de la variété jusqu'à l'export. Fait que si un producteur va faire du Wilma, ben nous, à l'export, les gars, ils vendent du Wilma. Ça amène une traçabilité quand même plus facile aussi. Effectivement. Puis ça, pour nous, à l'interne, c'est plus facile. Il y en a du monde qui se dit hey, sac tout ça dans le même silo, ça va être bien facile. Oui et non. On vient de jaser, dire que différents soya fait différents produits. C'est ça. Oui, pour la pro, là, Karine, chez Prograin, elle aimerait donc ça, avoir juste des silos de 4000 tonnes, puis tout mettre ça là-dedans. Mais en même temps, ça serait drôlement plus complexe à l'export parce que là, tu te retrouves avec des mélanges, avec des protéines qui oscillent, avec des humidités qui oscillent, avec des grosseurs de grains, nettoyer ça. Oui, c'est une plus grande complexité d'entreposer tout ça individuel, mais ça l'amène une flexibilité puis une facilité plus loin dans la chaîne après. T'sais. C'est pas le même marché. C'est pas le même marché, puis c'est pas la même prime. C'est pas, là, tu me retrouves avec le silo de 4000 tonnes, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis ma prime moyenne est à combien, puis c'est une machine à saucisse qui devient complexe. Il faut faire un prix à l'export qui fait du sens. Ouais. Ça arrive, par exemple. Ça arrive que des fois, on peut arriver... et que, je sais pas, 2-3 variétés, le client lui dit « envoie-moi un mix, ça me dérange pas », ben ça se peut là, qu'on prenne 2-3 variétés qu'on a là puis qu'on fasse son booking avec ça. Mais c'est le client qui l'a demandé, c'est pas nous au préalable qui l'avons fait. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi l'avantage de faire du soya IP par rapport à un autre soya? Ben c'est sûr, nous autres, on est un grand défendant de soya conventionnel pour une meilleure profitabilité à l'autre. Ça, c'est sûr et certain. En offrant une prime additionnelle par-dessus une base, on arrive à dégager un plus gros revenu aux producteurs. Puis la prime est là pour ça. Pour compenser le temps que le client va mettre à suivre ses champs, à être plus méticuleux, à garder ça dans un silo ou à le livrer chez Prograin, mais de prendre une précaution parce que ça s'en va justement pour faire de la bouffe. T'sais, souvent, on dit ça dans les marchés où on s'introduit. On a été les premiers au Manitoba à réintroduire, je devrais dire, du soya non-OGM. Parce qu'il n'avait, mais il était parti pendant un bout. Fait que, on a fait beaucoup, beaucoup de rééducation sur le soya non-OGM. Puis quand on faisait des pitchs de vente devant des producteurs, on disait ça, assurez-vous de récolter dans les bonnes températures, les bons temps et tout ça, parce que si vous mettez du soya taché dans votre silo puis vous essayez de nous le vendre au même prix, c'est comme si je vous prenais un beau morceau de steak là, puis je vous mettais ça dans le gravel puis je vous mettais ça dans votre assiette. L'image est un peu forte, mais en même temps, c'est la même chose. Le soya que le transformateur de lait de soya, si son lait de soya devient gris-brun, et il n'y a personne qui va boire ça.
Même affaire avec du tofu, tu sais, le tofu, s'il n'est pas d'une couleur X, ben, le client va se plaindre, c'est sûr et certain. Ben, il n'y a personne qui va manger un steak avec la petite gravelle de fin d'hiver. Faut t'aies faim, mettons. Ouais, c'est ça, tu sais, mais nos clients, ils ont d'autres sources où s'approvisionner, si nous autres, c'est juste la seule chose qu'on a à leur offrir. Fait que la prime, c'est ça. La prime est là, puis on est persuadé à toutes les années, c'est profitable de faire du soya IP. Je pense au-delà aussi que juste l'aspect monétaire qui est hyper important. Je pense que l'agriculture à la base aussi, c'est là pour nourrir une certaine chaîne alimentaire. T'sais. Oui, le maïs, c'est là pour les bêtes, pour X, Y, Z. Mais on fait toute l'agriculture en quelque part pour nourrir quelque chose. C'est sûr, c'est un produit qui va directement dans la bouche du monde. Exact. Exact. On est capable de le tracer de la semence jusqu'au lot fini qui s'en va chez le manufacturier. Fait que ça, c'est une valeur ajoutée qu'on amène qui est quand même prisée là, chez ProGrain. S'il y a un problème, je suis capable de dire ben c'est tel producteur avec tel lot de semence. Pas grande compagnie qui sont capables de faire ça. Il y en a-tu des transformateurs au Québec qui prennent de votre... 100%. OK. Oh, ouais. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup qui sont connus, mais il y en a beaucoup qui sont pas connus, justement. Pas par, justement, leur grosseur, mais des fois, c'est des manufacturiers qui sont dans l'ombre, qui font des marques, plusieurs marques, dans le fond. Il y en a au Québec, il y en a en Ontario, il y en a en Colombie-Britannique. Il y en a un petit peu moins dans les prairies, là, c'est vraiment moins populaire. Le bœuf est roi dans ces provinces-là. Là. Eux autres, ils vont manger du steak avec de la roche. C'est ça, ils vont manger du steak avec la roche avant de manger du tofu, ça c'est sûr. Mais oui, il y a quand même beaucoup de manufacturiers. Si on regarde à l'épicerie, là, tu fais juste retourner les packaging, puis c'est souvent pas les mêmes manufacturiers. Puis, comme je disais, il y a de plus en plus de différents produits maintenant. C'est pas juste tofu, boisson de soya, puis ça se finit là. C'est 2 catégories de produits. Là, maintenant, on parle de SKU fumé, assaisonné, débouché, prêt à cuire, du tempeh. Fait qu'il y a quand même beaucoup de catégories qui sont sorties, justement dans le but d'offrir une plus grande offre aux consommateurs qui souhaitent changer un peu son alimentation. Oui, parce que tu sais, le tofu, on entend tout le temps parler, c'est pour les végétariens, mais à cette heure, c'est pour tout le monde, c'est juste un ajout à... Faut changer notre langage, faut donner... Là, maintenant, ce qu'ils disent, c'est des flexitariens. OK. Fait que flexitarien, là, ça, c'est dans le fond, c'est tu t'alimentes un peu de tout. Donc, tu restes flexible. Donc, une semaine, tu peux manger peut-être 2 repas végétariens, puis tu peux passer 2 semaines sans manger après, tu sais. Mais tu vas manger un petit peu de tout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est les nouveaux produits, l'innovation dans les produits à base de soya passe beaucoup par justement cette cible-là de flexitariens qui cherchent des nouvelles alternatives, soit pour ça coûte moins cher à l'épicerie ou justement par un souci de santé de vouloir diversifier puis arrêter de manger trop de viande. Ça vient un peu plus, je pense, commun dans les ménages québécois ou les ménages canadiens, parce que ça fait 7 ans chez ProGrain, puis souvent quand on fait des rencontres avec des producteurs pour parler du soya conventionnel, tout ça, j'aime bien ça demander qui mange du tofu dans la salle, juste pour voir. Puis tu sais, les premières années que je travaillais, là, si t'avais un groupe de 50, t'avais peut-être une main levée, puis tout ça, puis... Il y a un courageux. Puis un courageux, puis il ose pas trop, tu sais, il lève la main, tout ça, puis tu sais, j'étais allé peut-être dans la dernière année, puis il y avait peut-être dans un groupe d'une centaine, il y avait 30 mains levées, là, qui disaient qu'ils mangeaient au moins du tofu peut-être juste une fois par mois, mais que, tu sais, avant, qu'on voyait pas nécessairement, là, fait qu'on en voit de plus, tu sais, on a de plus en plus, mais comme Alex il disait, des fois, c'est le manque d'inspiration que tu sais pas quoi faire avec, fait que ou l'habitude d'achat aussi, mais que ça change tranquillement, on en voit de plus en plus. C'est ça, la présentation du tofu aussi, juste dans les épiceries puis dans les marchés alimentaires, puis tout, on dirait qu'il est approché différemment à cette heure que caché dans le coin en quelque part, que t'as de la misère à trouver. Tu sais, souvent, on pense au tofu. Tu sais, j'ai 2 choses là-dessus. Tu sais, le tofu a été, selon moi, a été amené en Amérique du Nord de la même façon qu'il est présenté en Asie. Tu sais, en Asie, tu vas avoir un beau bloc de tofu, ils vont mettre un petit peu de sauce soya, 2-3 oignons verts dessus, puis ils vont te manger ça à cuillère comme ça.
oublie ça, tu sais, t'attaqueras jamais tu sais, déjà là, votre réaction vaut 1000 mots, tu sais, comme, ben voyons donc, tu sais, c'est sûr, je mangerai pas ça. Non, c'est pas Après- après Après ça, tu sais, si tu l'amènes comme, bon, ben, un bloc de tofu ferme que tu râpes, tu fais frire dans le poêle avec de l'ail puis des oignons, puis tu te fais des tacos avec ça, ben, tu sais, il y a qui va dire... J'ai fait le test plusieurs fois avec ma famille ou ma belle famille. Souvent, ils voient pas la différence ou très peu entre du bœuf haché puis ça quand c'est bien assaisonné. Mais si tu l'amènes de la façon que les Asiatiques le mangent, pas tout le temps la meilleure affaire. Puis 2, c'est les nouveautés dans les produits justement offerts. Du tofu fumé. T'sais, ça n'existe pas ailleurs qu'en Amérique du Nord, ça, là, du tofu fumé. Mais pourquoi pas? T'sais, qui aime pas ça, un bon barbecue? Ouais. Bon, ben, tu te rapproches de saveurs connues. Tu te rapproches peut-être même d'une texture un peu plus reconnue, tout ça. Fait que, je pense que de plus en plus, il y a une recherche, innovation dans ces produits-là pour venir se coller un peu plus, pas juste aux saveurs, mais à ce qui peut être accepté par le consommateur pour augmenter la consommation des produits à base de soya. Parce qu'on parlait de tofu. Souvent, c'est la première affaire. Ouais. Tu dis, moi, je mange pas ça de tofu. Tu commences par... Ouais, OK, mais tu sais, du boisson de soya. C'est sûr qu'on élimine tous les producteurs laitiers du Québec. Voilà. jamais de boisson de soya. Surtout si t'arrives à dire, bois mon lait de soya. Non, c'est ça. Ça a été très bien dit. Ça, on se le fait dire souvent, tu sais, quand on utilise le mauvais mot, mais tu sais, du tempeh, que ce soit des yogourts. Là, c'est-tu la boîte, là? Non. Très bien approché. Non, le tempeh, c'est un petit bloc. Dans le fond, c'est... pensez-y comme du tofu, mais avec les fibres. Dans le fond, c'est le tofu, c'est tu broies le soya avec de l'eau. Tu le montes là, je le mets très facile. Là. Tu extrais le lait ou le liquide. Tu extrais le liquide. Une fois que tu as broyé le soya, tu l'as fait tremper. Tu broies le soya avec l'eau. Tu extrais le liquide. Tu fais monter là, tu as de la boisson de soya. Tu fais monter cette boisson-là en température. Tu y ajoutes un coagulant. Tu le presses. Tu viens de trouver du tofu. Comme je viens de réduire en très peu d'étapes. Oui, puis non, mais ça s'approche du fromage. Ben, exactement, parce que quand tu fais cailler le fromage, tu fais exactement la même affaire avec la boisson de soya, tu fais cailler la boisson. C'est pas du petit lait qui sort, par exemple. Ça, mais puis tu le presses, puis là, après ça, tu le veux très ferme, tu le presses beaucoup. Tu le veux très soyeux, tu le presses pas beaucoup. Tu sais, ça, comme je dis, là, c'est pas une recette. Là. C'est plus... On peut pas s'en faire à la maison. Mais il y a différentes façons. Il y a ça. Après ça, tu peux couler la boisson de soya coagulée dans un petit truc de plastique, puis il va raffermer directement dans le petit caisson de plastique. Okay. Sinon, tu peux le presser, puis là, sceller sous vide. Là. Fait que c'est ça. Puis du tempeh, c'est tu casses le grain en deux. Tu enlèves le tégument, la pellicule qui vient par-dessus. Tu le fais, je pense que c'est vapeur. Là. Ils font cuire vapeur. Ils ajoutent du mycélium, puis un inoculant. Là. Ils le mettent en petits packs, puis ils le font fermenter pendant, je pense, c'est 1 ou 2 journées dans une température X. Fait que là, ça te fait un bloc de soya. Fait que là, t'as la fibre aussi. T'as pas juste la protéine, mais t'as la protéine et la fibre. Puis c'est-tu avec les soya natto qu'on fait ça? Non. Le natto, c'est vraiment... Ça, c'est la boîte. Ouais, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la boîte. Ouais, exact. Mais ça, là, on parle beaucoup de produits fermentés de plus en plus. C'est un produit fermenté et c'est un excellent produit. Excellent au niveau culinaire. C'est pas mon préféré, ça je vais le dire tout de suite. Mais en termes de pour la microbiote, là, dans le fond, toute la digestion et tout ça, c'est excellent. Vraiment, là, les nouvelles générations, surtout au Japon, en mangent de plus en plus parce que justement, c'est reconnu comme un déjeuner ou une collation qui coûte pas très cher, en fait, et qui est très, très bonne pour la santé, là.
pourquoi que c'est les natto plus que les autres soya qui fait ça? C'est la grosseur du grain, Ok. dans le fond. C'est la grosseur du grain, ça permet de le faire fermenter puis le mettre dans un petit plat. Parce que c'est vraiment des petites portions. Fait que si tu mets du trop gros grain, ça... Ok. Puis là, maintenant, ce qui est de plus en plus populaire, c'est du natto cassé qu'ils appellent, là, du chop natto. Fait que c'est des plus gros grains qui vont casser en deux. Puis ils disent que justement, en le faisant, la bactérie qu'ils mettent, il y en a plus. Il y a plus de couverture dessus parce qu'il est plus gros. Puis, fait que ça, c'est encore de plus en plus populaire, ça aussi. Puis ça s'appelle comment, ça? Du natto. Non, mais ce qu'ils font avec ça. Le plat, ça s'appelle vraiment un plat de natto. Ah ouais, ok. Les variétés s'appellent Ouais, natto, c'est ça. puis on les appelle natto Ok. parce que c'est pour le Il n'y a plat. quasiment pas de transformation en Non. tant que tel. Ouais, là. ok, Tu sais ouais, que c'est vrai, c'est le ils produit. mettent la fermentation, puis là, ça devient un peu, pas gélatineux, mais Ils le mettent dans un cuiseur à pression, là. Puis après ça, ils mettent le produit pour fermenter, puis bingo. C'est comme Puis, une ou 2 journées après, c'est fait. Là. une carotte dans le champ, ça s'appelle une carotte, mais Ouais, une fois exactement, cuite, c'est encore une c'est ça. carotte. Là. Ah, des fois, on cherche trop loin avec ces produits-là, mais c'est à peu près, je pense, le seul grain qu'on appelle comme le plat. Tu sais. Ouais. Mm. Ben, des petits pois verts. Du riz. Non, mais je veux dire, dans le soya, là, tu sais, c'est bon. Ouais. Si on revient pour le soya IP, y a-tu des défis pour les producteurs à faire du IP ou vous avez parlé de l'entreposage mais en même temps ça garde une traçabilité, mais pour le producteur, y a-tu un gros défi? Ou ça change? on peut appeler ça, il y en a qui peuvent dire ça un gros défi, mais que je pense que c'est un défi qui est réalisable pour tout le monde. C'est sûr que ça va demander plus de patience puis un peu plus de temps que, exemple, produire un soya OGM, que c'est quand même facile. On peut arroser du glyphosate, on récolte, peu importe notre récolte, elle ressemble à quoi, ça s'en va après ça à l'animal, fait qu'on se soucie pas de quoi, de ça du tout. Je dirais les principaux défis concernant le soya IP, on parle surtout qu'il y a un peu plus côté désherbage, fait que pouvoir contrôler les mauvaises herbes. Il n'y a pas un produit qui fit pour tout. Fait que si on trouve plusieurs mauvaises herbes, on peut pas se dire j'applique tel produit, ça contrôle tout. Fait qu'il faut avoir un bon agronome, un bon représentant, un bon conseiller qui nous suit pour être capable de bien nous aider à travers la saison, trouver les produits. Mais les produits existent, c'est juste qu'il faut savoir utiliser les bons et être capable de bien désherber pour avoir pas de mauvaises herbes dans notre champ à la fin de l'année. Sinon, un autre défi, on parlait de mauvaises herbes. Sinon, un défi plus côté récolte. Comme Alex mentionnait, on veut quand même un grain qui est propre, qui n'ait pas beaucoup de petits grains de terre, de petites taches aussi. Fait que c'est rendu à la récolte, on ne pourra pas, exemple, récolter le même nombre de temps qu'on est capable de récolter un soya OGM qui pourrait être un peu plus taché. Fait qu'on va plus vouloir récolter dans les moments ensoleillés, les moments qui vendent, que les plus c'est privilégier ces fenêtres-là à l'automne pour être capable d'aller chercher d'être capable. Mais quand on réussit, je dirais que notre moyenne, puis souvent on parle de défis qui, on disait dur à réaliser ou dur à réussir. Sur le millier de tonnes qu'on fait chez Prograin, je dirais que année après année, on a peut-être un 2-3% qui va être déclassé justement avec l'apparence. Okay. Si on parle sur le volume total, là, c'est très, très minime. Là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent malgré que c'est plus compliqué, qu'on va dire. C'est moins simple que faire du OGM, mais que ça se réussit à bien se faire. Puis, comme Alex il disait, il y a une prime associée à ça quand on rachète Soya IP. Normalement, le chiffre magique, là, je ne révélerai pas toutes les primes non plus aujourd'hui, mais souvent, qu'est-ce qu'on aime à dire? Oui, on a besoin d'avoir un effort qui est mis, que ça prend un peu plus de temps, mais grosso modo, là, si tout se passe bien avec le coût qu'on est capable de vendre de plus, le coût d'herbicide que ça va nous coûter de plus, on est capable d'aller chercher environ entre 100 et 110 $ de l'acre supplémentaire sur une ferme. Fait que souvent, dans les dernières années, que c'est un peu plus dur financièrement pour certains, avec le prix des commodités qui fait qu'augmenter, c'est une belle façon d'aller se démarquer, d'aller chercher des revenus supplémentaires à la ferme, justement, qu'on est capable d'aller chercher un 100-110 $ net là, dans ses poches de plus à la ferme. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais c'était ça ma prochaine. Puis on cherche pas non plus à convertir l'Amérique du Nord au complet en non-OGM.
ou en plus de soya marché. conventionnel, il n'y a pas assez de marché à la base. Fait que ça donne rien. Est-ce qu'on en veut plus à chaque année? Absolument, parce qu'avec l'équipe qu'on a, ça fait plusieurs années qu'on va capter énormément de nouveaux marchés. Je veux dire, on se démarque quand même beaucoup. Si un producteur a déjà le goût d'avoir fini avant d'avoir commencé, c'est pas le bon candidat ou la bonne candidate pour du soya conventionnel. Par contre, on est garanti, assuré qu'il y en a un peu plus qui pourraient en faire, qui devraient en faire aussi. Mais ça prend les bons candidats. T'sais. On appelle ça des défis, mais si la personne est prête à être rémunérée pour un effort supplémentaire, déjà là, c'est une bonne partie de la bataille qui est gagnée, selon moi. On cherche souvent en agriculture des moyens de faire un petit peu plus d'argent avec pas grand-chose. Ben là, Tu sais, souvent, on cherche à couper certaines places, à la place d'avoir la mentalité d'aller en faire plus en faisant quelque chose de différent. C'est là que je trouve que nous autres, on est capable d'arriver avec une offre un peu qui change un peu cette mentalité-là, de dire à la place de nous couper sur couper l'engrais, couper ci, couper ça, mais comment je peux aller augmenter mon revenu en n'augmentant pas nécessairement le nombre d'acres, tu sais? Parce que les terres, ils viennent pas de moins en moins cher. Ah non? Non. Chez nous, en tout cas, ça a baissé. Ça a baissé. Ouais, t'as rêvé à ça? Puis, y a-tu un... Tu sais, mettons, ceux qui veulent partir, y a-tu une façon de partir ou genre, faut que tu switches tout d'un bout à l'autre pour être sûr de pas contaminer? Non, ça, c'est aussi, tu sais, c'est... Tu sais, souvent une méthode qu'on va privilégier, puis tu sais, souvent, on a eu les mentalités que, tu sais, c'est sûr que si tu fais un 100 acres de soya, on va sûrement te dire, fais 100 acres au complet en soya IP, puis tu sais que ça va être plus facile, ça va essayer de séparer tout ça, mais on a eu tendance peut-être à mettre cette mentalité-là aussi, même chez les un peu plus gros producteurs, si quelqu'un faisait 500 acres, 1000 acres, on disait faut absolument que tu fasses 100% en soya IP, puis complique-toi pas la vie. Puis de plus, je pense que la mentalité est en train de changer aussi. On dit peut-être fais une variété un peu plus hâtive, fais un 300, 400 acres d'un soya IP, d'un 2600 dans une région de 2750. Assure-toi de le récolter fin septembre, quand souvent il pleut moins qu'en octobre ou que ça devient un peu plus difficile. T'es capable de le récolter, c'est plus facile d'avoir de la belle qualité et tout ça. Puis par la suite, après ça, si ton 600 acres qui te reste, tu le fais en OGM, c'est plus facile à tout ça que souvent on mettait beaucoup de pression en disant faut que tu fasses tout ton 1000 acres en soya IP pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination. Fait que si le 300-400 acres de la variété un peu plus hâtive est faite plus tôt en saison, on n'a pas de risque de contamination. On va avoir fait un blé avant, puis que la batteuse va aller directement dans le soya IP pour après ça faire le soya OGM. Fait que le risque de contamination n'est pas là du tout. Pas de ménage de batteuse après. Puis tu sais, un producteur comme Alex mentionne, ce profil-là, livre-récolte. Tu sais, livre tout à récolte. Si tu veux pas l'entreposer, tu veux entreposer ton soya OGM, on est ouvert à la récolte. On lève la main pour ça, puis il n'y a aucun problème, tu sais. Les heures d'ouverture sont là pour accommoder justement tous ces producteurs-là, que ce soit un 100 acres jusqu'à un 4-5 000 acres. C'est pas trop un problème. Là. S'il est prévu d'avance, nous autres, on le prévoit dans nos scénarios, puis il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai ce qu'Alex dit, on a peut-être des fois l'industrie poussé trop à dire c'est trop risqué que tu contamines avec du OGM. Mais je pense qu'à chaque année, on a peut-être une vanne sur je sais pas combien de milliers de tonnes qu'on rentre qui pourrait avoir une détection OGM. Fait que c'est pas ça l'enjeu. Ouais, puis en même temps, ça diversifie les revenus de l'entreprise. Ben oui. Ça diversifie le risque et tout ça. Là. Ouais. Okay, ça l'aide pas mal. C'est un marché qui va rester quand même tout le temps constant aussi. Là, écoute, du fait de l'Asie. On est là à toutes les années, puis quand on fait les lancements de vente, c'est rare là, qu'on arrive. En tout cas, moi, depuis que je suis là, on n'a jamais stoppé les ventes de semences. On a toujours laissé pousser les ventes de semences au maximum pour être sûr d'avoir la multitude. J'aime mieux mettre de la pression sur l'équipe d'export pour vendre quelque chose qu'on a versus le contraire, de dire ben là, on n'en prendra pas trop de ça parce que ça l'envoie un mauvais message. Si là, l'autre année d'après, c'est comme on aurait pris plus. Ouais, mais là, c'est pas une valve. C'est pas comme une valve d'eau. Là. Je peux pas commencer à dire cette année oui, l'année prochaine non. Ouais. Si tu crées une habitude, tu veux garder ce momentum-là. C'est un peu la mentalité avec laquelle on gère présentement. Puis on le réalise peut-être nécessairement pas tout le temps, mais le Québec, Ontario, ça représente, il y a à peu près peut-être 20% des superficies qui sont en soya IP, soya non OGM.
que c'est quand même, on va dire, si c'est 1 million d'acres, que tu as quand même 200 000 acres, qui va se faire plus que 250 000 tonnes de soya IP au Québec. Que, ça a toujours été un marché qui était assez stable. Peut-être dans les moins bonnes années, on va descendre à un 15%, mais il y a déjà des années que ça a monté à presque 25%, 30% du volume, du nombre d'acres total du Québec. Fait que, c'est comme Alex disait, je pense que l'export en voudrait toujours plus aussi. Quand il y a du marché, on est capable d'aller en chercher plus. Étant nous autres, là, en ce moment, on est fin avril, mais ça vient. On est un peu sénère, mais l'épisode va sortir un peu plus tard. Mais justement, question semis, quand c'est du soya IP, y a-tu des étapes différentes à faire? Faut-tu prioriser un pré-arrosage? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je dirais oui, il y a une certaine planification à faire un petit peu plus. C'est sûr que si tu as semé du OGM avant, peut-être s'assurer d'être sûr que ton semoir soit propre, que ça va être souvent la première variété. Dans le même planning, même scénario que j'expliquais tantôt, si on fait une partie en soya IP, une partie en OGM, on va suggérer de commencer en soya IP en premier pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination ou être sûr de faire un petit ménage du semoir aussi. Sinon, dans l'autre planning aussi, c'est que peut-être quand on va faire un soya OGM, on va être plus habitué à aller arroser en poste levé quand les mauvaises herbes vont être sorties pour détruire tout ce qu'on voit. Dans le soya IP, on va toujours recommander d'aller faire un herbicide en prélevé. Normalement, on va dire de semer dans les 3-4 jours qui suivent, d'être capable d'aller appliquer un herbicide qui va agir comme antigerminatif, qui va empêcher les mauvaises herbes de germer. Parce que c'est là qu'on a la meilleure efficacité, qu'on va avoir le contrôle le plus facile. Parce qu'il y a moins de solutions, j'allais dire miracles, comme un Roundup rendu en poste levé. Fait que je dirais peut-être 80% de nos clients qui vont faire du soya IP vont prioriser d'aller faire un herbicide qu'on appelle ça en prélevé. Est-ce qu'un Roundup en poste levé, ça marche super bien, mais sur tout, c'est ça. Fait que je dirais dans les façons de faire, je dirais ça serait dans les deux à prioriser. Peut-être dans l'autre, faire attention aussi, du soya IP, ça se fait bien en semi-direct aussi, autant qu'en conventionnel. Par contre, s'assurer d'avoir mis, en même temps que mettre un prélevé, on va suggérer de mettre un glyphosate justement ou un autre produit qui pourrait aider à contrôler, puisque tout ce qui est vivace, après ça, qu'on parle de pissenlit, laitron, vont être beaucoup plus durs à détruire en poste levé. Fait que je pense que c'est d'avoir une stratégie en tête avant de commencer, d'être préparé, fait que de s'assurer que tout est nettoyé, puis d'avoir son plan de match de désherbage à faire, puis après ça, tout va suivre, tout va bien aller pour le reste. Y a-t-il des types de soya qui répondent mieux ou répondent moins bien dans certaines conditions de sol? Mettons, des soya natto, c'est plus sensible qu'un soya IP conventionnel ordinaire? On peut dire plus sensible, j'aurais dit oui ou non. C'est comme on expliquait tantôt du soya natto, c'est ultra minuscule. Là, que quand on parle d'un soya normal, une moyenne, c'est 5500 grains par kilo. Un soya natto, c'est entre 11 000 et 12 000 grains au kilo. Là. Fait que c'est 2 fois plus petit. C'est vraiment un petit grain. Fait que tendance, des fois, c'est un soya qu'on va vouloir peut-être être un peu plus dans la watt. Fait que c'est pas un soya qu'on va dire tu te fermes les yeux puis dis mille que tu sommes ça n'importe où, ça fit partout. Souvent, on va suggérer d'aller chercher dans les meilleurs champs, des champs un peu plus moins privilégiés, peut-être le semi-direct, aller plus dans le conventionnel pour le dorloter un petit peu pour s'assurer d'avoir des bons rendements qui nous emmènent la meilleure profitabilité aussi après ça. C'est une culture un peu plus de spécialité. Ouais. On pense au natto, on pense peut-être au soya noir aussi. C'est des valeurs quand même assez élevées qu'on offre comme prime là-dessus. Mais c'est des produits de niche. Fait qu'il faut, comme Alex dit, j'aime bien le mot dorloter. Ouais. Je pense pas que c'est quelqu'un qui veut en mettre mélac. Je suis pas sûr que c'est la Faut gérer le risque. Faut gérer le risque. Mais tu sais, on dit souvent, c'est ça, comme il disait, gérer le risque. Mais tu sais, un soya natto, s'il est bien, je vais réutiliser l'expression, puisque dorloter, tu sais, s'il est bien fait et tout, tu sais, dans le soya natto, c'est pas rare être capable, tu sais, on a des producteurs qui ont été chercher une tonne 3, tonne 4. Pour certains clients, ils disent c'est peu. Moi, je fais une tonne 3/4 chez nous avec d'autres choses, mais une tonne 3, une tonne 4 dans du natto, il faut plus que 2 tonnes à l'orgue dans du soya OGM pour avoir la même rentabilité équivalente. Fait que, quand on parle dans certaines années que
Puis c'est souvent il y en a du 2 tonnes, il y en a du 1.8, 1.9, mais je pense pas que c'est ça généralisé sur toutes les fermes. Là. Fait que c'est quand même un bon moyen de se démarquer aussi avec ces types de soya-là qui nous amènent une rentabilité encore plus accrue qu'un soya IP normal à ce moment-là. Puis entre un IP et un conventionnel, y a-t-il une différence d'un type de terrain ou c'est pareil? Mettons, pour semer un maïs Roundup ou semer un maïs. Semer un soya OGM. Un soya OGM versus un soya autre que natto, mettons. Est-ce que c'est les mêmes conditions de terrain qu'on a pour un pour l'autre? Je dirais que c'est semblable. Là. Autant que dans le soya OGM, dans le soya IP, certaines variétés vont dire on va avoir une meilleure performance dans le sable, vont avoir une meilleure performance dans l'argile. Il y a des variétés que c'est des bons passe-partout. Je vais nommer une variété Anna, là, que ça fait peut-être 9 ans qu'on a dans le portfolio. C'est une des variétés que, sans dire qu'on la recommande les yeux fermés, là, c'est une variété qu'on n'a pas peur de la recommander partout parce qu'on sait qu'elle va faire partout. Fait que quand on se compare avec, exemple, un soya OGM, c'est un peu la même façon. Il y a certains soya qui vont être meilleurs dans le sable, d'autres meilleurs dans l'argile, d'autres qui vont quand même bien faire partout, qui vont être bons en semi-direct, mais dans le soya IP conventionnel, on retrouve la même chose, dans le fond. Là, on est au printemps. Là, le printemps est hâtif. Quelle température de semis consomme ça, du soya? De terre? On va toujours recommander d'aller semer quand le sol est à 10 degrés Celsius. C'est certain qu'il y a des téméraires qui vont vouloir y aller un peu plus tôt, là, que sûrement là, on est en date de... Il y en a qui sont en train de semer du maïs en ce moment. Je sais même qu'il y en a qui ont déjà semé du soya en fin de semaine, du soya Progrin aussi. Je dirais l'autre recommandation, c'est que si le soya n'est pas encore si le sol n'est pas à 10 degrés, s'il y a du soya qui va être semé à 8, si au moins la température continue d'augmenter dans les jours qui suivent, on risque d'avoir une belle réussite. Aussi, le soya va être capable d'aller de bien germer, de bien réussir, parce qu'il ne faut pas oublier, le soya a besoin, pour germer, il a besoin d'absorber 50% de son poids en eau. Fait qu'on veut prioriser que l'eau qu'il va absorber, elle soit tiède, semi-chaude, on va dire comme ça. Fait que, exemple, là, après-demain, il annonce des pluies froides. Par exemple, les soya qui seraient semés peut-être 6 heures avant de la grosse pluie froide, le risque est beaucoup plus élevé que semer aujourd'hui, que l'eau qu'ils vont absorber pour germer va être plus froide. Fait qu'à ce moment-là, on ne conseillerait pas d'aller semer dans ces conditions-là. C'est une gestion du risque. Je sais qu'il y en a qui sont allés hier, dimanche, là aujourd'hui on est lundi, qui sont allés dimanche aussi, lundi, qui vont en semer, qui risquent d'avoir des super belles réussites parce qu'on adapte aussi, là, si on est dans des sables qui réchauffent plus rapidement, ça serait go, vas-y, commence à semer, mais c'est dans des argiles qui restent froides puis que l'on annonce beaucoup de températures froides dans le forecast qui s'en vient, mais ça serait peut-être soit patient, attends un petit peu, puis, parce que je pense pas que je suis le premier à dire ça, mais on somme une fois dans l'année. Mm-hmm. Et on a souvent tendance à laisser nos émotions nous envahir. On tombe tous un peu plus stressés. Ouais, surtout quand le voisin sort. Surtout quand le voisin, c'est toujours le même. C'est toujours lui qui nous fait stresser, qu'on va suivre, qui va suivre aussi par la suite. C'est l'autre, tu regardes son champ levé puis tu fais comme, ouais. Non, c'est ça. Tu t'en rappelles plus l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais ça, encore là, c'est une gestion de risque, semer là ou semer plus tard. Une tolérance au risque. Tolérance au risque, ouais. Puis encore là, on en a déjà parlé, mais c'est aussi, ça dépend si t'as 1000 acres ou si t'as 100 acres. Là. Si t'as 100 acres, attendons mi-mai, puis tu vas avoir des beaux semis. Et le gars qui a 1000 acres de soya à semer, on peut lui dire, prends le risque quand même d'en semer un 100, 150 avant la période de froid. Moi, il va y avoir de ça de fait si jamais il annonce la pluie tout le restant du mois de mai. Là. On sait jamais qu'est-ce que Dame Nature nous réserve. Il y a 2-3 ans, je déjeunais au mois de mai, puis il neigeait. Je checkais par la fenêtre, puis il neigeait. Là, il y a 2-3 ans de tout ça. Là, t'es comme, ouais. Ah, ça arrive des années que le soya est élevé, puis ça gèle au mois de mai, puis où il neige. Il y a plein de tests qui se fait à toutes les années, puis on apprend de cette façon-là. Là. Je pense que c'est là, en 2021 ou 2022. Il y avait le 1er mars, il n'y avait plus de neige. 1er avril, il faisait des 20 degrés, il faisait des super belles chaleurs. On a un producteur qui est allé en semis justement du natto, je pense le 7 avril. Puis il a tombé 2 pouces de neige la semaine après, mais c'était quand même...
Il a semé, le sol était prêt, c'était du sable, ça s'est réchauffé vite, le grain a germé. Le soya n'était pas sorti de terre. Il y a quand même eu d'excellents rendements, mais il n'y a pas eu. Je pense qu'il y a eu les mêmes rendements que le reste qu'il a semé au 30 avril. Fait que, lui, il s'est dit il y avait une partie de fête, il y avait ça en terre, que ça a été cette année-là particulièrement. Il avait fait chaud après les semis, il s'en était bien sorti. Mais je conseillerais pas ça à toutes les années en disant il y en a un qui l'a réussi une année, faites ça tout le temps, commencez à semer début avril. On généralise ça, ouais. Non, c'est ça. Nouvelle pratique. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est que l'année passée, on a eu des belles conditions tôt, puis après ça, il n'y a jamais eu de belles conditions à 100%. Là, ça a marqué, ça aussi. Ouais, c'est ça. Ça, on l'oublie pas. Puis pour l'export, nous autres, la période critique, là, oui, c'est tout au long de la saison, là, mais c'est au remplissage des gousses. Fait qu'une sécheresse au début août, là, quand le plant il commence à remplir le grain, c'est là que la protéine se fait aussi. Fait que cette année, on fait avec, là, je veux dire, on paye pas on paye pas de primes selon le pourcentage de protéines, mais on a facilement, au Québec là, surtout, là, c'est 1% à 2% de moins de protéines sur la même variété d'une année à l'autre. T'sais. Fait que ça aussi, c'est un facteur quand même assez important à considérer quand on vend nos. Parce qu'eux autres, ils achètent du ANA. Mais du ANA, là, eux autres, ils se disent hey, c'est parfait, j'ai 44% de protéines. Mais cette année, ils ont entre 41 et 43 des fois. T'sais. Il y a pas mal plus de 41. Ouais, c'est ça. Puis ça serait le manque d'eau qui aurait fait ça. Ouais, dans le fond, aussitôt que du remplissage des gousses, là, c'est là que la grosseur du grain se fait et la protéine se bâtit aussi. Mais c'est pas tout le temps corrélé avec une sécheresse et tout ça. Tu sais, des fois, c'est plus sec, puis soudainement, il y a de la protéine quand même, mais je pense que c'est vraiment par rapport à des éléments clés qui sont là. Mais là, je pense que l'année passée, c'est que le plant était stressé tout l'été. C'est ça, il n'y a pas eu d'eau de l'été. Une sécheresse bien positionnée, correct. Mais là, beaucoup de stress, puis pas d'eau pendant le remplissage des gousses, là, c'est... Le plan, il a juste comme fait, c'est terminé. On abandonne. On va donner. Fait que, malheureusement, les producteurs, ils n'ont pas eu les rendements à espérer. Nous autres, on n'a pas eu nécessairement autant la qualité que les niveaux de protéines. Mais bon. Puis peut-être un mythe aussi à défaire en même temps qu'on disait là aussi. Il y a beaucoup, quand on parle souvent, il y a une grosse peut-être réputation en disant plus qu'il y a de protéines, moins qu'il y a de rendement. Okay. Parce qu'on est habitué avec, exemple, du soya Roundup qui est à autour de 37-38% de protéines. Du soya non-OGM, on en fait du 38-37, mais on les emmène pas sur le marché parce qu'à l'export, c'est pas vraiment facile à vendre. C'est difficile à se démarquer parce qu'il y en a à plein d'autres endroits au niveau mondialement qui vont faire du 38-39. Fait qu'au Québec, qu'est-ce qu'on veut produire? C'est essayer d'aller chercher plus du 40% et plus, puis du 42-43% le plus possible. Fait que qu'est-ce que le but de pourquoi, en plus que le centre de recherche devient primordial là-dedans, c'est d'être capable d'aller sortir des variétés à 42-43% qui vont avoir le même potentiel génétique, même potentiel de performance qu'une variété qui va avoir 38-39% de protéines. Fait que c'est vrai dans certains cas que des fois, augmenter le niveau de protéines, on va venir diminuer la performance de certaines variétés. Mais de plus en plus, toutes les variétés qu'on réussit à sortir aussi de notre centre de recherche, on est capable d'avoir des variétés avec le même rendement que des variétés à plus basse protéine dans l'OGM aussi. Ça demande juste une rigueur, est-ce que je comprends? Là? C'est ça. C'est de la rigueur tout au long de la saison. Tout au long de la chaîne, c'est en place. On parle de génétique un peu, là, du croisement à la commercialisation, mettons que je peux l'acheter chez nous. Il y a combien de temps, puis c'est quoi les étapes de tout ça? Exemple, si on n'envoie aucune variété à l'hiver là, pour gagner une saison, là, normalement, ça va prendre environ du croisement initial à que je t'en vende à ta ferme, ça va prendre environ 7 ans qu'on va prendre. Fait que, tu sais, juste pour imager tout ça, là, quand notre breeder, notre sélectionneur va faire le premier croisement, il va venir croiser avec la fleur d'une variété. L'an 1, à la récolte, tu as 3 grains. Là. Fait que l'an 1, c'est une récolte de 3 grains. Tu vas ressemer ce 3 grains-là, qui va te faire 3 plants, disons une 50 gousses par plant. Fait que l'an 2, on va se retrouver avec 150 x 3, on va se retrouver avec 400 grains. Là. On est loin d'une poche encore. On est loin d'une poche aussi. Puis pas rien que ça, là, c'est que là, tu te retrouves avec une multitude, parce que tes 3 grains au départ, là,
il y en a 50%, ben, il y en a un qui ressemble au parent A, il y en a un qui ressemble au parent B, puis le troisième, où il y en a des fois 4, là, mais souvent c'est 3, mais il va ressembler à un des deux ou un mix des deux. Fait que tu vas te retrouver avec ça. Mais là, tu le multiplies, tout ça, tu vas te retrouver avec une faune incroyable de différents plans. Là, il faut, à un moment donné, il faut que tu commences à rétrécir. Fait que tout dépendant de tes objectifs, ben, c'est une variété plus hâtive que tu cherchais en croisant une tardive avec une hâtive, puis garder le rendement de la tardive. Tu sais, c'était tout dépendant de l'objectif. Après ça, dans le chemin que la variété va faire, ben, c'est là que tu vas choisir une versus un autre, plus courte, plus haute, élancée. Il y a des affaires que ça sort, c'est tout. Tout est lancé, ça tient pas. Puis pourtant, tu as croisé 2 variétés qui sont tout à fait commerciales, jusque le croisement des deux a fait des enfants un peu plus proches. Parce que c'est pas garanti de réussite à chaque fois. Il y a beaucoup de. Oui, puis comme Alex disait, le sélectionneur, c'est pas tous les croisements qu'il fait qui vont réussir. C'est ça. On a un très haut niveau de succès parce qu'on les fait dans une serre à l'intérieur. Mais après ça, c'est ça. C'est pas toujours un succès. Puis après ça, une fois que la recherche nous lance la balle, c'est ça que tu voulais, ou tu le voulais pas, mais pareil. C'est ça qui il faut aller en production de semences après. Nous autres, on commence à la multiplier 2 ans avant qu'elle sorte, techniquement. Okay. Fait que là, c'est là que. C'est toujours là qu'on va être un peu plus piqué parce que la recherche, je peux dire, cette année, on a 20 variétés à vous proposer. Choisissez là-dedans. Puis là, on fait toutes nos difficiles un peu. Mais celle-là est belle, mais il manque un peu de rendement. On la prend pas. Ah, celle-là, elle a le rendement, mais elle n'a pas la protéine pour l'export. On la prend pas. Fait que, tu sais, pour ça, il faut être capable d'en avoir plusieurs variétés puis avoir ce centre de recherche-là parce que, tu sais, oui, on choisit pas seulement les variétés pour l'exportation, qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, on a besoin, on le sait que si on n'a pas de performance au champ, si on n'a pas une variété qui va être stable agronomiquement, qui va bien faire pour tous, elle va être super belle pour l'export, on va pouvoir en avoir. On n'en aura pas beaucoup. Là. On ne sera pas capable d'aller chercher le volume aussi. Là. Fait que qu'est-ce qui fait une des clés aussi avec le centre de recherche, c'est qu'on est vraiment capable de choisir vraiment la variété qu'on veut qui va aussi faire bien au champ que pour les clients finaux qui vont être capables d'en acheter. Ça fait des réunions de sélection assez intéressantes. Ouais, c'est ça. À chaque année au mois de décembre, là, juste avant Noël, on se rencontre tout le monde dans la salle de conférence. Fait que là, t'as l'équipe de vente semences, t'as l'export qui est là, t'as la recherche, t'as la production de breeders, t'as tout le monde dans la même pièce. Puis là, c'est chacune des variétés passées une après l'autre. Puis c'est comme, on y va pas. Puis là, t'as l'export qui est comme, hey, go, parce que là, il y a de la protéine ou la grosseur de grain. On voit, les gars voient le potentiel, tout ça. Puis là, t'as, mettons, l'équipe de semences sont comme, ouais, mais là, tu elle n'a pas SCN, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, tu sais. Fait que ouais, ça fait du. Ça fait des beaux parties de Noël, là. Mais c'est là que je disais tantôt que des fois, ben, que ça soit semence ou que ça soit l'export, on choisit un produit parce qu'on n'a pas le choix. T'sais, une variété qui performe à fond au champ, que c'est la numéro 1 au RGCQ, comment qu'on fait pour refuser cette variété-là? T'sais, même si elle n'est pas parfaite pour l'export. Fait qu'on va y trouver un marché. T'sais. On va travailler doublement, puis on va dire, ben, il faut y trouver une place. Il y a quand même des variétés que vous tenez depuis un bout. Là, oui, quand même. Le Hana, puis... Je dirais notre variété la plus vieille, qui était Akora, qui devait avoir qui fêtait de ses 14 ans. Sinon, justement, dans un peu les plus connus, Hana, Marula, ils ont déjà à peu près un 8-9 ans sur le marché. On est habitué peut-être de côté OGM à avoir un plus gros roulement. Là. Ouais, des 3-5 ans, on change de variété, on veut de la nouveauté, de la nouveauté. Dans le IP, on pourrait faire ça aussi, mais que souvent, quand on trouve une bonne variété stable qui performe bien au champ, que est encore dans les top niveaux, quand on parle de la RGCQ, dans tous nos essais privés, les essais publics, l'export l'aime, on fait pas exprès de changer une variété pour changer une variété parce que dans l'ensemble de la chaîne, de la stabilité aussi, c'est bien aussi que de la nouveauté. Fait qu'on va insérer de la nouveauté à toutes les années, mais peut-être pas aussi rapidement que dans un portfolio OGM, par exemple. C'est quand même fou, hein? Ça prend plus de temps à faire une variété qu'elle soit sur le marché. Ah ouais.
Il reste 3-4 ans sur le marché, mais ça prend 7 ans à faire. Il y en a là, dans toutes les grandes entreprises, il y en a des feux de paille. Là. Ouais. Ça t'a pris 7-8 ans à faire une pas bonne. Là. T'as sors sur le marché, elle dure 2 ans, t'en ressors. C'est comme, mon Dieu, beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose. Ouais, finalement. c'est ça. Mais ça arrive. T'sais. Mais il y a des méthodes pour accélérer le processus aussi. Comme je le disais, 7 ans, c'est si la variété est seulement semée au Québec et tout. Après ça, on peut faire affaire avec des tierces pour aller semer des variétés en Argentine. Fait que doubler d'Argentine ou d'autres pays d'Amérique du Sud pour justement sauver une saison. Fait que être capable de sortir une variété en 3-4 ans si on a un besoin précis dans une maturité ou qu'il y a besoin de telle résistance à une certaine maladie, c'est peut-être un peu la voie rapide qu'on va utiliser pour être capable d'aller sur le marché plus rapidement à ce moment-là. Puis comme Alain, notre président, dit souvent, des fois, on peut aller prendre un candidat qui est en maternelle puis on l'amène à l'université plus tôt. Là, ouais, OK. Fait que ça aussi, on a le droit, c'est notre portfolio à nous autres. Fait que, je veux dire, si la variété est stable, puis tout ce qu'on voulait, c'est d'y introduire un trait X, Y, Z par croisement, puis que c'est la même variété, mais on a le droit là, de la prendre puis de faire comme, bon, ben toi, on t'amène en Argentine, puis on te multiplie, puis on te remultiplie ici, puis on t'amène au marché plus vite, tu sais. Fait que ça aussi, ça peut être fait. Un excellent processus. Mais tout ce qui est fait ici, c'est moins coûteux, mettons. OK, ouais. C'est sûr et certain. Mais parce que juste à ramener, à exporter, à ramener, envoyer les semences. Il faut penser qu'il faut envoyer les semences au bon temps. Quand ils sèment avant les grosses pluies en Amérique du Sud. Si tu sèmes après les pluies, tu sèmes beaucoup plus tard. Là, tes rendements sont affectés. Fait que là, tu dépenses beaucoup d'argent, mais tu n'as pas le facteur de multiplication que tu voulais. Il doit y avoir une agence canadienne en quelque part qui réglemente un peu les affaires. Ouais, ça, on ne commentera pas là-dessus. C'est ça. Mais si tu as tous tes permis, tu as tout ça, puis tu peux l'envoyer, mais une variété tardive qui est récoltée fin octobre, le temps que tu prépares la semence, tout ça, le temps de l'envoyer, il faut vraiment que tu calcules tes affaires comme il faut, sinon tu fais que dépenser de l'argent pour rien. Ouais, c'est ça. Super intéressant. Je pense qu'on va s'en aller faire notre segment Patreon avec vous autres. On veut en apprendre plus sur vous, respectivement. Là, on a parlé de progrès, mais dans notre segment Patreon, on parle souvent de vraiment plus l'invité. Vous n'êtes pas né chez Progrès, probablement. Non. Vous avez grandi à l'extérieur de ça. On va parler de ça, mais on va aller aussi déguster. Yeah, ouais. Il y a des produits là, qui traînent sur la table là, depuis tantôt. Puis il y en a dans le frigo aussi qu'on va ressortir. Absolument. Ouais, déguster de ça parce que là, on a parlé de soya avec le. J'ai hâte de goûter au natto. Ouais, c'est ça. À la boîte. On ne garantit pas que tu vas aimer ça, par exemple. Ouais, j'ai une anecdote là-dessus, moi, en passant. C'est bon, on va aller jaser de ça. Parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé au podcast. Merci pour l'invitation. Super intéressant. Puis, tu sais, depuis que je suis jeune, Progrès étant né à l'Ange Gardien, tu sais, j'ai tout le temps vu Progrès, mais je n'ai semé du Progrès, je n'ai semé du IP, je connais les défis. Mais là, c'est le fun d'en avoir jasé plus puis de voir comment que ça a parti. Je savais pas non plus l'histoire des Letourneaux. Fait que super intéressant. Fait que merci beaucoup de votre participation. Merci à vous autres. Yes. Fait que on va remercier nos partenaires. Merci à Progrès. Ben oui. Pour commencer. Merci Jeffo, nouveau partenaire. Oui. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. KCH, Faneuf. Yes. Récolte des cantons qui vendent des quantités limitées de nos bières. On attend notre nouvelle. Je viens de te dire un scoop. Ah oui. Puis Construction des Landes qui sont là depuis le début aussi. Merci. Yes. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Partagez. Vous avez aimé l'épisode. Ben, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Mais n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker. Puis, y a-t-il d'autres choses? Bonne journée. Bonne journée. Bon printemps s'il n'est pas fini. Dis pas ça, Colin. Fait que tu t'en reviens prendre ma place? Yes, sir. Good. Fait que on se dit à la prochaine tout le monde. Salut.